Bonjour et bienvenue dans le Lab Quark. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe. D'un côté, le digital learning est la solution stratégique pour former massivement. De l'autre, la réalité du terrain, les métiers essentiels, les métiers manuels. Aujourd'hui, on parle du BTP. Les chiffres sont clairs, 70 000 postes non pourvus, plus de 70% de difficultés de recrutement. C'est une industrie en tension maximale. La question est simple, pour former un maçon, un électricien, un couvreur, est-ce que le digital learning est la solution ou est-ce juste du bling-bling de salon tech ? Pour décortiquer ce paradoxe, celui des métiers manuels à l'ère du tout numérique, je reçois David Fabre, secrétaire général de CFA BTP Île-de-France. Donc bonjour David. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour ce Lab Quark. Avant de parler réellement de la problématique qu'on a évoquée juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de CFA BTP, de la mission, de la taille de l'organisation ? Alors, je suis le secrétaire général de BTP CFA Île-de-France. Donc, c'est un organisme de formation qui regroupe 7 établissements en Île-de-France dans le champ de la formation professionnelle du bâtiment et des travaux publics. Nous avons 2 établissements qui sont positionnés en Seine-et-Marne, à Nangis et au Caire. 2 établissements en Seine-Saint-Denis, pour ce qui est de ce département à Saint-Denis en tant que tel, mais également à Noisy-le-Grand. Nous avons un établissement dans l'Essonne, Brétigny-sur-Orge, dans le 92, donc les Hauts-de-Seine, rue Aymel-Maison, et enfin un dernier établissement qui est positionné dans le Val d'Oise, Hermont-Beaune. D'accord. Donc la taille de l'entreprise, c'est environ 240 salariés, c'est à peu près 140 formateurs et nous formons environ 3125 apprentis aujourd'hui, essentiellement sur les premiers niveaux de qualification, donc CAP, titre pro de niveau 3, mais également du niveau 4, BP, brevet professionnel, bac pro et jusqu'au BTS à ce stade. Et sur tous les secteurs du BTP ? Alors tous les métiers, effectivement, sont représentés chez nous, avec néanmoins une part extrêmement importante, presque à 45% de nos effectifs, dans le secteur du fluide. D'accord. Notamment les monteurs en installation sanitaire, les monteurs en installation thermique, tout ce qui est génie climatique et fluidique en réalité, y compris la gestion du froid. Y compris la gestion du froid. Mais on va en parler justement. Après, nous avons des peintres, nous avons des électriciens, nous avons des métalliers, nous avons des staffeurs ornemanistes, des ferronniers d'art pour ce qui est des métiers de niche. Et nous avons également, parce que c'est un métier qui nous tient à cœur, des piscinistes. Des piscinistes ? Absolument. Et qui rentrent dans le secteur du BTP ? Absolument. D'accord. C'est multimétier du coup. Oui, bah oui. Il y a du gros œuvre, il y a du génie climatique. Et chaque centre forme à tous ces métiers ? Alors non, pas tout à fait. Alors le seul métier qui est vraiment représentatif de l'ensemble des CFA, c'est la peinture, donc la finition, et les monteurs en installation sanitaire et les monteurs en installation thermique qu'on retrouve dans les 7 établissements. D'accord. Après, chacun a des spécificités. Par exemple, la métallerie est dans 4 établissements, la menuiserie fabrication dans 5 établissements. Et plus on monte sur les niveaux de formation, plus on a des spécificités terrain. D'accord. Voilà. Donc, on est là pour parler digital learning et métier de terrain. Donc, la vocation et le métier de CFA BTP, c'est de former à des gestes techniques, à des gestes précis en tout cas. Quand on vous dit 100% digital pour un CAP maçon, comme on voit fleurir de temps en temps sur Internet des formations totalement distancielles pour être serrurier ou autre, est-ce que vous levez les yeux au ciel ou vous dites on a loupé quelque chose, peut-être qu'on aurait dû s'y mettre ? Dans un premier temps, c'est vrai que la vocation des BTP CFA, c'est de former au geste professionnel, pour reprendre vos propos, mais je dirais que ça va beaucoup plus loin. Et ce qui va expliquer un petit peu la suite de mon propos. Nous accueillons des publics sur les premiers niveaux de qualification, il est vrai de tout âge, qui sont des sortants de 3e, des sortants de bac pro potentiellement, ou de bac technique, technologique, même de la voie générale. Mais ce sont des publics extrêmement jeunes qui ont énormément de besoins. L'hétérogénéité des publics que nous accueillons sont des spécificités du BTP. Et donc, certes, le geste professionnel, c'est ce qu'ils viennent chercher. Mais par ailleurs, nous formons des jeunes à la citoyenneté. Donc l'enseignement général dans les formations qui sont dites en alternance est extrêmement prégnant, extrêmement important. Et c'est vrai que notre vocation à nous, c'est à la fois de former et d'insérer des jeunes personnes dans les métiers du BTP, mais c'est aussi de former des citoyens.
Ce qui suppose effectivement de pouvoir les accueillir et ce en présentiel. De côtoyer des citoyens. Exactement, pour les former en proximité. Vous disiez que pour les premiers niveaux de qualification, le présentiel est roi et quasi obligatoire. Vous en parliez juste avant, donc de suivi permanent, d'accompagnement de proximité. Pour notre audience donc de directeurs learning, de responsables d'organismes de formation, est-ce que ça veut dire que le premier investissement, le CAPEX de la formation manuelle, ça reste et restera le plateau technique, les matériaux, le formateur expert, et que le digital ne peut pas réduire le coût d'entrée ? Alors, le digital pourrait réduire le coût d'entrée. D'ailleurs, il le réduit sur certains modules de formation très spécifiques, on en parlera tout à l'heure. Je ne dirais pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au fond, le mix produit est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il existe, parce que tous les premiers niveaux de qualification ne reposent pas sur des profils identiques. Donc, nous avons en CAP des Bac plus 3, des Bac plus 4 qui se réorientent. Nous avons aussi en CAP des salariés en reconversion professionnelle pour lesquels, effectivement, d'imaginer une formation digitalisée, notamment sur l'apport théorique, s'avère tout à fait pertinent et intéressant, à la fois pour eux, mais également pour nous. Par ailleurs, c'est vrai que le gros corpus de jeunes que nous accueillons, ils ont des besoins spécifiques en accompagnement social, en accompagnement éducatif, sur les codes de l'entreprise aussi, puisqu'ils deviennent salariés d'entreprise et il ne faut pas le perdre de vue. Ils ont besoin de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les règles, les droits et les devoirs en fait, d'un salarié d'entreprise. Et c'est vrai que cet accompagnement de terrain, de proximité, et en présentiel s'avère plus que nécessaire. Donc je dirais que ce n'est pas le premier niveau de qualification qui fait la barrière à l'entrée sur le digital, c'est plutôt le positionnement de chacun des apprenants et leur antériorité, voilà, donc le positionnement. Ouais, j'ai été très surpris, j'ai recherché justement ce qui existait un petit peu sur le marché et j'ai trouvé des formations 100% distancielles en restant chez soi pour devenir serrurier ou pour devenir... électricien, monteur en installation thermique, monteur en installation sanitaire, mais encore plus menuisier fabricant. Oui. Donc effectivement, nous, notre spécificité, ce qui nous distingue aussi, c'est qu'on a des plateaux techniques extrêmement importants dans nos CFA, qui sont extrêmement attractifs, dont les parcs machines sont renouvelés régulièrement pour être adaptés aux besoins du marché. C'est vrai que imaginer qu'un jeune s'auto-forme dans son garage à travers l'atelier des chefs où la formation est proposée 100% en distanciel s'avère pour nous à la fois disruptif et en même temps assez incohérent, quoi. Oui, donc, peu crédible. Peu crédible en effet. En termes d'acquisition des compétences, des gestes. D'autant plus que l'acquisition des compétences et des gestes, ça repose aussi sur cette capacité à faire, à défaire, à refaire, jusqu'à atteindre la perfection du geste professionnel. Donc, en effet, s'auto-former avec de temps en temps, effectivement, de l'interaction avec des personnels et des personnes certainement compétentes et expertes, il n'y a pas de souci là-dessus, sans que ce soit de proximité et permanent, nous apparaît quand même assez étonnant. Après, ça semble fonctionner. C'est vrai que ça répond aussi à une particularité, quand même, les formations 100% distancielles, c'est qu'elles sont destinées à des publics qui sont assez éloignés d'un centre de formation aussi en capacité de les accompagner, de les former. Donc ça résout des problèmes néanmoins. D'accord. Et alors, si on parle justement d'outillage en termes de digital learning, il y a beaucoup d'outils bling-bling et certains qui apportent un vrai ROI. La réalité virtuelle, pour le monde du BTP, ça paraît être quand même une opportunité assez intéressante, que ce soit en termes de répétition des gestes ou de réduction des coûts. Notamment, alors là, c'est des montants assez énormes. On voit des setups de simulateurs de conduite d'engin à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté ? Est-ce que c'est réellement intéressant ? Alors d'abord on l'expérimente effectivement, c'est intéressant certainement aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Néanmoins, voilà, il y a quand même un certain nombre de conditions à la réussite d'un tel projet. D'abord, vous évoquez beaucoup, j'ai envie de dire, le retour sur investissement. Bon, ok, très bien. Je pense que d'abord, on ne fait pas un projet de digitalisation ou d'ARVR
en espérant une plus-value, en tout cas dans un premier temps, d'un point de vue économique. Ce n'est pas notre modèle économique. Notre modèle économique ne repose pas sur la volonté de digitalisation de la formation pour faire des économies. Donc voilà, pour nous, ça n'apparaît, ce n'est pas notre modèle et ce n'est pas notre ADN. Par ailleurs, nous, on expérimente et on met en place des modules de formation, des capsules, en utilisant la réalité virtuelle, notamment des modules de soudure, pour qu'effectivement, sans risque, et c'est vrai, sans coût non plus trop important, l'apprenant puisse arriver au geste attendu. Donc à la fois on est sur la qualité de la réalisation, mais on est aussi sur la posture de l'apprenti. Je trouve que c'est très intéressant parce que cette répétitivité sans risque pour lui permet à la fois de prendre confiance et d'être en capacité ensuite de réaliser le geste en situation réelle en fait, de production. Donc ça on l'expérimente. C'est vrai qu'on était parti nous sur un premier prisme sur la réalité virtuelle qui était lié à la promotion des métiers. Parce qu'on escomptait dans un premier temps en disant, voilà, on manque de vocation dans les métiers du bâtiment, donc il faut qu'on aurait pu dire verdir, mais là c'est pas, il faut qu'on digitalise un peu l'attractivité des métiers du bâtiment, qu'on sorte des a priori, et notamment le port du sac de ciment, etc. De la pénibilité du métier, de la saleté du métier, le métier qui est bruyant également, qu'on sorte un peu tout, à l'extérieur, qui plus est, avec les intempéries, donc on sorte un peu de cette image-là. Et c'est vrai que pour promouvoir les métiers, la réalité virtuelle, et puis aussi qu'ils se rendent compte des métiers. Oui, bien sûr. La réalité virtuelle ou augmentée est assez intéressante de ce point de vue-là. Donc on était parti d'abord par cette entrée. Et puis ensuite, on s'est aperçu que c'était intéressant aussi dans le cadre d'un processus de formation. Donc là, à travers notamment les modules soudure, mais aussi sur les fluides frigorigènes, l'habilitation électrique. Mais à chaque fois, on le choisit et ça repose sur un projet qui est pédagogique et un projet qui est d'établissement. Parce que cette attractivité ne peut pas reposer sur un formateur, elle doit reposer sur une stratégie d'établissement. Elle doit être portée et systématiquement portée s'il y a un turnover de personnel par exemple, et elle doit être partie intégrante, on va dire, du plan de formation de l'apprenti et donc d'une section donnée et donc d'un métier donné. Donc voilà, il y a des conditions, c'est un projet pédagogique. La question du coût, elle est secondaire dans un premier temps. Il apparaît que c'est vrai que ça paraît assez cher, mais c'est aussi attractif d'une certaine manière. Ça redore un peu les métiers du BTP, ça leur donne une autre image, donc ça c'est intéressant. Ça permet aussi de toucher invariablement d'autres types de publics, et notamment du public féminin. Donc voilà, ça on ne le perd pas de vue et on est assez branché sur le sujet sans en faire trop et sans faire surtout n'importe quoi. Et alors, c'est justement ma question. Vous citiez 2 ou 3 cas, donc les fluides frigorigènes et l'habitation électrique, où la VR a très bien fonctionné. Pourquoi est-ce que dans ce cas, ça fonctionne parfaitement? Et à l'inverse, vous parliez d'autres modules VR qui, eux, in fine, n'étaient pas utiles, étaient inutiles, comme... R408. Oui, la sécurité type R408. Oui, alors c'est-à-dire que... Après, c'est une question aussi d'offre de contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'était vraiment aux prémices de la RVR. Donc, parce que vous étiez précurseur. On était précurseur et on était parti effectivement sur les premiers modules qui existaient sur le marché. Et un des modules, en l'occurrence, c'était montage et démontage des échafaudages, et donc avec une finalité de sécurité. Donc très intéressant, plutôt attractif, d'autant plus que c'est une formation qui est obligatoire et certificative dans un certain nombre de domaines métiers, notamment le gros œuvre. Et donc voilà, c'était intéressant, mais il s'est avéré que le contenu n'était pas forcément adapté, qu'il y avait des blocages, que c'était assez fastidieux. On s'est aperçu aussi que finalement les apprenants qui apparaissent comme ça, tout digital, etc., au final, ce n'était pas si évident pour eux, qu'il y avait des pertes d'équilibre, des jeunes qui se sentaient en difficulté par rapport à cette situation, qui avaient besoin d'expérimenter réellement les choses et de manière empirique justement pour être performant. Et donc finalement, voilà, ça c'était une mauvaise idée. Alors je pense que les contenus ont évolué depuis et que c'est peut-être plus fluide, plus ergonomique et que voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas dessus, mais effectivement on a des expériences qui sont avérées être des fausses pistes. Mais ça arrive quand on expérimente, c'est le jeu. Voilà. Néanmoins, on arrive
on commence à avoir des certitudes sur un certain nombre de contenus qui nous apparaissent intéressants et qui mériteraient d'ailleurs de faire des petits sur d'autres situations. Voilà, donc on n'est pas complètement fermé, mais on n'est pas non plus ouvert tout azimut. Oui, c'est pas l'objectif, mais ça peut contribuer, exactement. S'y repencher un jour. Voilà. Et alors, un frein, très souvent, quand on parle de réalité virtuelle, c'est le coût du matériel, d'équipement ou de casque. Comment est-ce que vous avez fonctionné de ce côté? Est-ce que vous avez équipé chaque étudiant avec un casque, un par classe? Comment... Non, c'est pas... Mais vous avez raison. En fait, c'est la massification qui coûte cher en termes d'équipement, on va dire. Bien sûr. Donc, non, on a plutôt acheté un certain nombre de casques de réalité, acheté des logiciels, mis tout ça en interaction et en fonctionnement. Non, il y a du turnover. Donc, en fait, il y a des roulements qui sont organisés. Je pense au module soudure à Rueil-Malmaison, donc ils passent 2 par 2 sur des modules de 2 heures. Donc ça veut dire que même en termes d'animation pédagogique, il faut qu'ils aient une certaine forme d'autonomie, puisque les autres apprentis, pendant ce temps-là, sont eux sur le plateau technique et en production. Donc voilà, ça nécessite une organisation, ça ne se fait pas n'importe comment et c'est pas n'importe quoi. Et puis le respect du matériel, son intégrité aussi est extrêmement importante. Donc c'est vrai que ça a un coût, ce qui effectivement empêche un certain nombre de dérives en termes de massification qui seraient... Parce que si ça reste posé sur une étagère, franchement, c'est pas intéressant. Donc voilà, pour l'instant, c'est la portion congrue, c'est bien pesé, sous-pesé, comme quand on réalise une production, on va faire un métré, et le métré le plus juste pour que ça rentre une étude de prix, qui soit cohérente et pertinente. Et bien, c'est la même chose pour la digitalisation et la réalité virtuelle en tant que telle. Mais bon, la réalité virtuelle, c'est une chose. Après, la digitalisation des formations, c'est autre chose. Et justement, on parle de digitalisation, de VR, en tout cas de technologie. Un des plus gros chantiers, c'est quand même l'adoption aux projets et aux outils de la part des formateurs. Oui. Comment est-ce que vous avez procédé côté CFA BTP pour que tout le monde soit dans la barque et rame dans le même sens? Alors, tout le monde, déjà, ça, c'est pas l'objectif. Qu'il y ait une stratégie d'établissement et régionale sur le sujet, oui, ça, c'est une évidence. Après, les formateurs, il faut qu'ils adhèrent au projet. Pour qu'ils adhèrent au projet, il faut qu'ils aient les prérequis. Pour qu'ils aient les prérequis, il faut qu'ils soient formés. De mettre l'outil avant la formation, souvent ça s'avère contre-productif. Donc quand on parle de stratégie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rétro-planning qui soit réalisé, que l'ensemble des barrières potentielles puissent être levées. Donc du coup, la première chose, c'est d'expérimenter, de former avant de déployer. Donc à chaque fois, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet pédagogique. D'accord. Il doit être pensé, conscientisé, formalisé. D'autre part, à travers ça, il faut aussi ne pas perdre de vue qu'on va aller chercher des financements nous permettant de déployer le projet. Donc tout ça c'est comme un business plan en réalité. Bien sûr. Voilà. Et l'attractivité ensuite pour les apprentis et les entreprises qui doivent trouver aussi, j'ai envie de dire, un intérêt à ce type de produit en quelque sorte. Et alors j'en profite du coup. Quand vous cherchez à financer un projet comme ça, est-ce que ça va être uniquement sur fonds propres? Est-ce que ça peut être des aides régionales ou des OPCO? Comment... Un peu de tout ça, effectivement. C'est généralement. Donc ça fait partie de nos projets d'investissement que l'on dépose sur les campagnes d'investissement annuelles. Donc les financeurs et les cofinanceurs de ces projets sont la région Île-de-France, qui nous suit jusqu'à 50% des montants. Et ensuite, on peut aller chercher des cofinancements, soit du côté du 3C ABTP, qui est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage en France, soit du côté de l'OPCO de la construction Constructis. L'objectif, c'est d'avoir le plus de moyens possible de nos cofinanceurs, et le reste est pris en charge en autofinancement par l'association. Donc, en règle générale, un projet comme celui des modules soudure, c'est 40 000 euros. Donc, sur 40 000 euros, l'objectif, c'est d'avoir 20 000 euros de la région, 10 000 euros de Constructis ou du 3C ABTP, et en autofinancement, environ 30%. D'accord, 40 000 euros pour un module? Oui, parce qu'avec les casques... avec le matériel, l'ensemble du projet. Après, effectivement, quand on a des casques, ensuite on a des logiciels et on peut démultiplier le type de logiciel qui s'intègre dans la solution. D'accord. Si je résume du coup ce qu'on a dit,
le 100% distanciel, donc pour un débutant, c'est un mythe, a priori. Ça n'interroge pas la même chose, ouais. si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup d'ARVR, hein, mais en fait, quand on parle de distanciel, on ne parle pas d'ARVR, parce que en fait, l'ARVR, c'est du présentiel augmenté. Ah, justement, on y vient, vous en parlez, donc c'est parfait. Vous avez parlé de présentiel augmenté, et je trouve que c'est une expression qui est hyper forte et assez intéressante, parce qu'on ne l'entend pas très fréquemment dans le monde du digital learning, aussi varié soit-il. Qu'est-ce qu'on entend derrière? Est-ce que c'est uniquement mettre des outils technologiques à disposition dans du présentiel? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et à quel point sont déjà impactés les métiers du BTP, notamment par les questions technologiques? Est-ce qu'on utilise déjà de la 3D, de la lecture de plans sur tablette et non plus sur papier? Comment se matérialise ce présentiel augmenté dont vous parlez? Alors, il est assez large et diversifié, hein, ce présentiel augmenté. D'abord, il repose sur des outils technologiques que nous avons et que nous mettons à disposition de nos formateurs, mais aussi des apprentis. Pour vous dire assez simplement, hein, pour BTP CFA Île-de-France, on a 1034 postes clients à ce jour. D'accord. Voilà, donc 364 PC fixes, mais 670 portables, avec notamment dans ces portables des portables un peu augmentés qui sont en capacité d'accueillir notamment grâce à la carte graphique des logiciels de dessin, donc CAO, DAO, mais aussi le BIM. Nous avons 150 tableaux numériques, donc ce qui est interactif. Et 24 serveurs. Donc, quand on parle de digitalisation, on va parler d'outils. Et c'est vrai qu'on est particulièrement bien équipé. Je crois que vous êtes venu au CFA d'Hermont dans nos espaces pédagogiques. L'outil est important. Et la prise en main de l'outil aussi, par l'équipe pédagogique, mais aussi par les apprentis. Quand on va parler de présentiel augmenté, c'est au fond à la fois sur certaines catégories d'apprenants, leur donner les moyens de travailler et en autonomie. Bien sûr. Sur des outils dont ils ne disposeraient pas par ailleurs, compte tenu du coût d'acquisition. Quand on va parler de présentiel augmenté, c'est aussi tout ce qui a trait au parc machine qui est numérique. Quand on va parler de présentiel augmenté aussi, si vous en avez parlé tout à l'heure, c'est l'imprimante 3D. Donc au fond, ils sont en présentiel, mais on va dire qu'il est augmenté par notre capacité de leur donner les moyens de travailler mieux, plus vite, et de nous assurer de l'acquisition des compétences derrière. Soit en autonomie, soit en groupe restreint, soit parfois même en groupe classe. Des classes mobiles, par exemple, on en a un certain nombre dans nos établissements. Ça permet aussi d'aborder la formation de manière différente, de la rendre plus attractive et d'atteindre une performance aussi attendue des apprentis en la matière. Mais ce n'est pas la solution à tout. Non, bien sûr. Mais l'idée même du présentiel augmenté, c'est de permettre à des apprentis qui n'ont pas d'outils chez eux, pas les moyens d'avoir accès à des ordinateurs, à des tablettes, de pouvoir travailler en autonomie dans un établissement sur de la prescription pédagogique. D'accord. Et alors, comment me vient une question tout de suite? L'IA, par exemple, l'utilisation de l'IA, pour moi, c'est de la production qui peut être vertueuse, qui permet d'augmenter sa capacité à rendre compte et à formaliser, par exemple, ou à calculer, à condition de maîtriser, évidemment, tout le rendu et ce qui s'y passe. Et de comprendre comment ça... Mais c'est une possibilité d'augmenter sa capacité à aller, et puis aller plus vite. Et alors justement, comment faites-vous pour ajouter des technologies ou des outils parce qu'elles permettent de gagner en productivité, en temps, en efficacité ou autre, et derrière être aussi en adéquation avec le quotidien, une fois sur le marché du travail, des outils utilisés par les entreprises de BTP? Alors, c'est vrai que notre volonté à nous, déjà, c'est d'être en adéquation avec le marché. Donc, déjà, de ne pas prendre de retard par rapport à ce que les apprentis peuvent trouver sur le terrain. Grâce, on va dire, à une veille technique et technologique que nous mettons en place au niveau de BTP CFA Île-de-France, mais aussi au niveau national à travers le 3CA BTP, on peut dire aujourd'hui qu'on est en adéquation et même on a parfois un temps d'avance. Donc là, par exemple, on vient d'intégrer une machine à 150 000 euros, 174 000 euros précisément, une machine bois au CFA de Brétigny-sur-Orge. C'est une machine Biesse qui réalise donc de la production bois numérique en 4D.
Donc on peut en prendre... 4D. Oui, absolument. C'est-à-dire que... on peut, enfin, 4D, c'est des points d'accroche par rapport au plan. Et donc, en fait, 5 dimensions. En fait, c'est 5D, 5 dimensions. 5 dimensions. Donc, en fait, par exemple, on a une réalisation à faire, cette table-là qui est ronde. Donc, là, il faut faire prendre une forme, n'importe laquelle, haricot, et on rentre dans la base de données les éléments de cote, et ça va sortir la pièce parfaitement réalisée. D'accord, donc on met juste la matière première. On met la matière première et le produit fini ressort in fine grâce à la programmation que l'on a mise en place. Tout ça pour vous dire au fond que on a des outils et on a les moyens qu'on va chercher chaque année dans nos programmes d'investissement, nous permettant de dire que nos plateaux techniques permettent aujourd'hui d'être en phase avec le marché, voire très en phase. Donc ça, c'est attractif pour les entreprises, mais on s'est aperçu que parfois, les entreprises étaient un peu déconnectées aussi de cette réalité et étaient très surprises de ce que l'on mettait en place alors qu'elles restaient très traditionnelles dans leur acte de construire. Et c'est vrai qu'il faut à la fois trouver un équilibre entre ne pas perdre de retard, avoir un temps d'avance par rapport à l'industrialisation du bâtiment et par rapport aussi à l'industrialisation de la formation, tout en ne mettant pas de côté les entreprises dites traditionnelles. Donc il faut être attractif, mais pas répulsif. Donc il faut trouver le bon équilibre. Le juste milieu entre les deux. Le juste milieu entre les deux. Donc oui, je dirais que sur ce sujet-là, l'acquisition des connaissances et des compétences dans nos centres de formation est en adéquation avec les besoins et les attentes des entreprises en règle générale. C'est bien en phase. Oui, ça c'est sûr. Tant mieux, sinon on perdrait notre client. In fine, bien sûr. Et vous faisiez une distinction clé de public. Pour les jeunes en premier niveau, du coup, on parlait effectivement de présentiel augmenté et surtout de l'importance d'être sur place pour être sensible au côté citoyen aussi. En revanche, pour des parcours de reconversion, par exemple, là, avec des gens plus matures, vous ouvrez plus la porte au digital et ou au distanciel. Tout à fait. Alors là, pour le coup, on est tout à fait raccord avec cette orientation. Effectivement, on estime que pour les publics qui vont passer un CAP en un an, par exemple, qui sont en réorientation professionnelle ou en reconversion professionnelle, il s'avère que les attendus en termes de connaissances et de compétences en enseignement général ne s'avèrent pas forcément pertinents en présentiel. Donc effectivement, on construit des modules. On utilise la plateforme Moodle, qui est un LMS assez traditionnel, de telle sorte, exactement, de telle sorte qu'ils puissent avoir accès une journée par semaine en distanciel, donc le vendredi, aux ressources et pour acquérir, ils les ont déjà, mais en tout cas vérifier un certain nombre de compétences et surtout les mettre en phase avec les attendus du référentiel. Par contre, les 4 autres jours, ils sont présents et sont purement et simplement orientés sur le geste professionnel et la partie technique et technologique du métier. Donc ils sont en production. Et du coup, c'est une question de... Est-ce que c'est une question d'âge ou une question de... Question de positionnement. C'est-à-dire qu'on positionne chaque apprenant à l'entrée en formation et en fonction de ses prérequis, de son niveau initial, de sa capacité à être performant en littératie et en numératie, on définit un parcours de formation. D'accord. Il s'avère que la plus grande part de notre public aujourd'hui a des difficultés langagières, a des difficultés en termes de restitution à l'oral, a des difficultés aussi en mathématiques, en sciences, et donc oui, l'accompagnement de proximité s'avère nécessaire, et en permanence, ouais, effectivement. Donc c'est au cas par cas? C'est au cas par cas, effectivement, et on essaie de faire les choses de manière pragmatique, en fait, et aussi de manière empirique. Et c'est vrai qu'envisager une massification, comme ça peut être le cas dans certains organismes de formation où on décrète que tant de jours dans la semaine se feront en distanciel, nous apparaît pas nous pertinent. Et d'ailleurs, tous ces organismes de formation, dont certains que je connais bien, sont revenus en arrière. Parce qu'en termes d'ingénierie de formation, en termes de mobilisation des équipes pédagogiques, c'est très compliqué aussi. Donc, et on diminue l'engagement. On diminue l'engagement. Et puis, il s'avère que vraiment nos publics, pour la plupart d'entre eux, ils ont besoin de ce contact en fait, physique, de ce contact permanent. Et c'est vrai qu'ils nous le rendent bien aussi. C'est-à-dire que l'engagement et l'effort que l'on fait à être au plus près d'eux, oui, souvent, ils sont attentifs à ça, en fait. On s'occupe d'eux et on se préoccupe d'eux. Oui. Ça, c'est important. Ça change l'engagement de l'apprenant. Ouais. Exactement. Après, ça, pour les premiers niveaux de qualification, ça s'avère être une réalité.
sauf s'ils ont un parcours, comme je vous l'ai dit, atypique. Sur les niveaux 4, effectivement, on intègre beaucoup plus de digitalisation dans la formation, notamment à travers les outils BIM, AutoCAD, Top SolidWood, enfin on a toute une batterie de logiciels. D'abord parce que c'est certificatif. Bien sûr. Toutes les certifications de niveau 3, même CAP, niveau 4 et niveau 5 intègrent du BIM aujourd'hui. Donc, de fait, il y a un processus de formation attenant à cette certification. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'on monte en puissance sur les niveaux 4 de ce point de vue-là, et on a du coup des salles informatiques, des salles de CAO, de DAO, de BIM, qui leur permettent d'acquérir les compétences et d'être en production. Pour pouvoir utiliser ce type de logiciel à l'extérieur, il faut avoir une machine en capacité d'être suffisamment puissante et que chacun d'entre eux l'ait. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plutôt de présentiel augmenté, parce qu'en fait, on est quand même confronté, nous, par rapport à nos publics, au fait qu'ils n'ont pas forcément l'outil ad hoc leur permettant de pouvoir faire une formation de qualité en distanciel. Outils et ou connaissances. Ou logiciel même, parce qu'il faut des logiciels. Logiciel, bien sûr. Mais je voyais sur le baromètre du numérique 2023 qu'on a 15% des Français en situation d'électronisme. Et donc c'est, j'imagine, complexe, qui plus est dans un secteur manuel. D'une part que tout le monde soit outillé et que tout le monde ait, vous en parliez, les licences logicielles mais qui pourraient être fournies, mais quand bien même l'aisance numérique tout sur à les fait. différentes plateformes. Alors c'est vrai que nous on a intégré pour les premiers niveaux de qualification pour justement lutter contre l'électronisme 1 heure de cours par semaine qui a vocation justement à maîtriser l'outil. Donc pour aller potentiellement aussi vers une certification de premier niveau. Mais effectivement, les apprentis sont très à l'aise et adroits avec leur téléphone portable sur plein de situations, plein de solutions, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il s'agit de formaliser un rapport, quand il s'agit d'intégrer une feuille de calcul, quand il s'agit de réaliser du maîtrise ou des plans de premier niveau sur la machine, non, ils ont besoin vraiment d'être accompagnés, c'est évident. Voilà. D'accord. Donc, et l'IA, là, peut être intéressant, du coup, dans le parcours et le processus de formation. Vous en utilisez déjà Alors, effectivement, d'abord, on a formé nos équipes pédagogiques à l'utilisation de ChatGPT, dans un premier temps, à un premier niveau, puis à un deuxième niveau. Et on l'utilise, c'est vrai, de plus en plus et au quotidien, pour faire des comptes rendus. Alors, les équipes pédagogiques s'en emparent de plus en plus, et ça de manière assez à droite, même si il y a encore toujours des choses à redire. Voilà, des petites choses à redire. Et par ailleurs, effectivement, dans le processus de formation, on voit les apprentis de toute façon s'en servir sans nous. Et donc notre objectif à nous, à travers cette heure TIS, on l'appelle l'heure TIS, c'est aussi à la fois les acculturer, mais aussi, j'ai presque envie de dire, de les former à l'utilisation de l'IA. Et quasiment aussi de leur prouver que ça vaut le détour. Oui. Et une fois qu'on a testé, ah bah oui, je peux gagner du temps en utilisant une IA là-dessus. Alors c'est pour gagner du temps, mais c'est aussi des réflexes tout bêtes. C'est vrai qu'ils ont une forte propension à faire des fautes d'orthographe, à avoir parfois des problématiques de syntaxe. Donc effectivement, pour le coup, l'outil leur permet, en l'utilisant de manière assez facile, de produire des éléments qui sont relativement propres. Mais ce qu'il faut qu'ils arrivent à faire maintenant, c'est... il ne faut pas que ça se voit. Donc il faut qu'il transforme un peu le contenu, qu'il adapte réellement et qu'il contrôle et vérifie l'ensemble des informations qui ressortent. Développe l'esprit critique. Exactement. Pour analyser et se dire c'est bien, mais il faut modifier. Oui, il faut se poser des questions et des bonnes questions. Mais au fond, ça marche plutôt pas trop mal, et notamment pour les publics qui sont français langue étrangère. Ils utilisaient déjà d'ailleurs des outils de traduction à travers l'IA. C'est vrai pour produire, et j'ai presque envie de dire être en phase avec les attendus du référentiel ou des programmes. Mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est pour la mise en confiance aussi. Voilà, on est capable de faire, même si on a des difficultés, même si ce n'est pas représentatif de notre niveau réel, mais néanmoins, dans le cadre d'une certification, on est en capacité de produire quelque chose qui tient la route. On vous a demandé avant l'émission si le digital était un argument concurrentiel pour attirer les jeunes ou les entreprises. Et votre réponse était marquante. Vous avez répondu non, notre différenciation, c'est l'accompagnement socio-professionnel et socio-éducatif.
Absolument. Donc on en revient toujours à cette partie-là. Le digital ne doit pas être une tête de gondole pour attirer du monde, mais il faut miser réellement sur l'impact socio-éducatif. Alors deux choses sur cette réponse un petit peu provocante, mais effectivement c'est assez vrai. Le digital est un élément d'attractivité, de visibilité. Autrement dit, ça peut être une clé d'entrée ou une vitrine pour intégrer les métiers du bâtiment, sachant que la technologie, au sens large du terme, est un facteur d'attractivité, notamment les exosquelettes, j'en passe et des meilleurs, mais bon, le bâtiment s'est transformé, et beaucoup transformé ces dernières années, et à tous les niveaux. Néanmoins, je reviens sur ce que je disais et que j'affirmais. Effectivement, je considère que ce n'est pas ce qui va nous distinguer aujourd'hui d'un autre OF, puisque finalement c'est de l'équipement, et c'est de la mise en lumière de cet équipement. Non, ce qui va nous distinguer, nous, et ce qui nous distingue en réalité, c'est notre capacité à prendre en compte l'humain dans sa spécificité, et chacun d'entre eux. Et donc la vocation de BTP CFA Île-de-France, sa vocation, elle est sociale, elle est sociétale, elle est citoyenne. Et ce qu'attendent de nous, en fait, les jeunes, c'est cet accompagnement de terrain, de proximité, pour les faire monter en compétences, les amener au maximum de leur potentiel, dans une logique de filière. Premier niveau de qualification CAP, après ils vont faire un BP, un bac pro, pour ceux qui le souhaitent et qui ont les capacités de faire un BTS derrière. Donc c'est ça ce qui fait qu'on se lève le matin. Notre ADN, c'est véritablement notre volonté de trouver une solution, de trouver des solutions, de personnaliser la formation pour chacun d'entre eux. Et donc on a des services dédiés dans chacun des CFA. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est un discours qui est totalement à contretemps avec l'approche, en tout cas l'heure du tout digital. Mais de votre côté pour BTP CFA, le digital est potentiellement un outil, une modalité à ajouter, et c'est le cas pour certaines thématiques, mais n'est en aucun cas une stratégie à mettre obligatoirement en place pour pouvoir être plus compétitif, attirer plus, etc., etc. Éventuellement faire des économies, etc. Non, ça ne peut pas se substituer. En plus, si les salariés de BTP CFA Île-de-France sont amenés à nous écouter, je pense qu'ils n'apprécieraient pas trop que j'annonce aujourd'hui non, on va tout digitaliser et réduire les ressources humaines de 50%. Non, pas du tout. Non, effectivement, ça ne peut pas se substituer. Et ce n'est pas non plus un complément. Non, c'est intégratif, évidemment, mais de manière juste, de manière mesurée, de manière équilibrée, et j'ai presque envie de dire, puisque c'est notre dimension sociale et sociétale, de manière équitable. Et donc, effectivement, pour nous, on souhaite approfondir le sujet, le renforcer, mais toujours de manière mesurée et, j'ai presque envie de dire, quantifiée. Voilà. Donc, pas à pas. Pas à pas, prudemment, mais sûrement. Mais on a beaucoup appris aussi des différents confinements en 2020 et 2021 où tout d'un coup, de manière tout à fait inattendue, on s'est retrouvé à devoir gérer nos publics à distance, et 100% à distance. Donc en visio En visio, par téléphone, par mail. Et là, on s'est rendu compte, au fond, c'était très, très expérientiel pour nous. On s'est rendu compte, à la fois on était extrêmement excités par cette situation qui était nouvelle pour nous. Et on a essayé de trouver des outils, des moyens pour nous en sortir. Et on s'en est vraiment bien sorti. Oui. En mobilisant l'ensemble des équipes, en essayant, contre vents et marées, d'être en contact avec chaque apprenti, avec les moyens dont il disposait, ou certains qui en ont profité aussi, faut le reconnaître. Mais on a aussi retenu les leçons de cette situation. On aurait pu dire, ça a ouvert les vannes, on est à fond sur le digital maintenant, les équipes sont prêtes. Cette situation les a amenés à un certain niveau de maturité, on va pouvoir transformer l'essai et aller beaucoup plus loin. En fait, non. On a appris énormément de cette situation, d'abord en découvrant que le digital, ça ne va pas de soi,
que les apprentis n'ont pas les outils à domicile. Enfin, j'ai des exemples par milliers, je dirais, d'apprentis qui partageaient un seul et même ordinateur alors qu'ils sont 4 ou 5 à la maison. Donc, et tout le monde était en distanciel. Donc il y avait la question de l'outil, il y avait la question de l'électronisme, il y avait aussi la question de la formation des équipes pédagogiques. Il y avait aussi la question des interfaces mises à notre disposition pour assurer cette fameuse formation. Et en fait, je vais vous dire, ce qui a marché le mieux pendant le distanciel, c'est le contact téléphonique, en fait. Donc les cours avaient lieu Non, mais de prendre des nouvelles. Ah oui, d'accord, de garder le lien. De garder le lien, de s'intéresser à l'apprenti, de comment ça se passait pendant cette période-là, si c'était pas trop compliqué, pas trop lourd, si il avait besoin de respirer. Vous voyez, c'est la préoccupation de la personne, c'est ce qui a le mieux marché. Vous voyez, et c'est la leçon qu'on a retenue. C'est pas tant d'être dans un dispositif de formation continue et de certification continue. C'est pas tant les visios. C'est pas ça. C'est en fait le rapprochement humain que ça a engendré, qui a été du coup revendiqué de nouveau. Vous voyez, et dont on a essayé, ce sur quoi on s'est appuyé au retour en présentiel. Et où tout le monde était content de se retrouver. Oui. Voilà. Vous imaginez si on leur avait dit, maintenant vous serez 3 jours au CFA, 2 jours en distanciel. Et je ne suis pas sûr non plus que ce soit un facteur d'attractivité pour nos entreprises. Annoncer aux entreprises que il y a 50% de la formation qui se déroule en distanciel, ils vont dire, écoutez, c'est un peu léger. Nous, on a besoin qu'ils soient formés sur le terrain, en fait. Donc, ils attendent vraiment du geste manuel, de la compétence terrain et de la compétence métier. Donc, je ne suis pas sûr que les entreprises comprendraient réellement. Déjà, quand on les envoie en mobilité européenne pendant 2 semaines sur du temps de formation au CFA, même s'ils sont dans des entreprises à l'étranger, ils ont parfois du mal à le percevoir. Donc, il faut savoir raison garder et puis aussi être dans une notion de satisfaction client. Voilà. Et nos clients sont les entreprises, avant tout. David Fabre, un grand merci. Avec plaisir. Vous nous ramenez à une réalité terrain essentiel. Le BTP, c'est un métier de geste, de précision et d'humain. Le digital est un outil formidable, mais seulement s'il est au service du formateur et de l'apprenti, pas l'inverse, et seulement si l'apprenti a les moyens de s'en servir. Un grand merci d'avoir décrypté le sujet avec nous, et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau décryptage dans le Lab Quark.